Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République a regagné Conakry cet après-midi. Professeur Alpha Condé rentre de Johannesburg en Afrique du Sud où il a pris part à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Jacob Zuma. Le cérémonial d'arrivée à l'aéroport international de Conakry-Bessia, Mahmoud Bari, Doudou Traoré. D'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la nation arc-en-ciel. Mieux, les Guinéens ont soutenu et accompagné l'Afrique du Sud au moment où l'apartheid sévissait encore sur les populations, surtout noires. C'est pour toutes ces raisons et tant d'autres que le président de la République, professeur Alpha Condé, a pris part à l'investiture du chef de l'État sud-africain, Jacob Zuma, réélu pour un second mandat. En plus des relations qu'il a nouées avec le président sud-africain, professeur Alpha Condé entend renforcer l'axe Conakry-Pretoria. Président, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à prendre part à l'investiture de Jacob Zuma? Jacob Zuma est un ami et la Guinée a contribué beaucoup à la lutte pour l'émancipation de l'Afrique du Sud. Il ne faut pas oublier que le président Mandela et son ami de qui ont formé leur formation à Kindia. C'est ce qui d'ailleurs que l'Afrique du Sud veut construire un monument. Mais si on avait des relations très importantes sur la Première République, nous avons été un peu distendus. Donc aujourd'hui nous reprenons les relations. Parce que ces pays comme l'Angola, l'Afrique du Sud et le Mozambique reconnaissent tout l'apport que le peuple guinéen a fait pour leur libération. Et aujourd'hui ils veulent aussi rendre la monnaie. Donc il est important que nous développons des relations avec eux. Monsieur le Président, aujourd'hui c'est la journée de l'OUA. Est-ce que vous avez un message particulier? C'est de renforcer notre unité et de donner à l'Union africaine les moyens que l'Afrique assure elle-même sa défense et sa politique. C'était donc l'arrivée du chef de l'État cet après-midi même à Conakry. En Afrique du Sud, le président de la République, professeur Alpha Condé, a donc participé hier samedi à la cérémonie d'investiture de Jacob Zuma, réélu le 7 mai dernier pour un mandat de 5 ans. Une cérémonie riche en couleurs qui a enregistré la présence de 27 chefs d'État africains et d'imminentes autres personnalités du monde. Les temps forts de l'événement avec Sanassi Keita, envoyé spécial du bureau de presse de la présidence. De nombreux chefs d'État africains ont rallié ce samedi 27 mai 2014 Pretoria, la capitale politique sud-africaine, pour célébrer avec plusieurs milliers d'invités la cérémonie de prestation de serment du président Jacob Zuma pour un second mandat de 5 ans à la tête de l'Afrique du Sud. Parmi eux, le président de la République, professeur Alpha Condé, qui arrive ici pour davantage témoigner de l'attachement de son pays, la Guinée à l'Afrique du Sud. Jacob Zuma a été reconduit mercredi par les députés après la victoire de son parti, l'ANC, aux élections législatives du 7 mai dernier. Le parti a remporté plus de 62% des suffrages, avec une majorité de 249 sièges sur 400 à l'Assemblée nationale. Au total, 4500 hôtes de marque, chefs d'État ou de gouvernement d'une quarantaine de pays africains, hommes d'affaires, élus, vedettes sud-africaines ont fait le déplacement pour cette cérémonie de prestation de serment au siège du gouvernement sud-africain. C'est sur la terrasse de cet imposant bâtiment datant de l'ère coloniale que Nelson Mandela, héros de la lutte anti-apartheid, avait prononcé son premier discours présidentiel en 1994 et où son cercueil a été exposé pour un ultime adieu en décembre dernier. Dans son discours, le président Jacob Zuma a notamment annoncé un changement économique pour les 5 ans à venir. Il compte développer davantage les infrastructures et l'industrie. Jacob Zuma a de nouveau promis d'améliorer substantiellement la qualité des services publics et de mettre l'accent sur l'emploi. Nous avons achevé avec succès la première phase de notre transformation. Aujourd'hui marque le début de la seconde phase de notre transition vers la démocratie, rappelle le président sud-africain. 21 coups de canon et un show aérien de l'armée de l'air ont bouclé cette cérémonie de prestation de serment du président Jacob Zuma, qui doit conduire de nouveau les destinées d'une Afrique du Sud qui a perdu aujourd'hui sa place de première puissance économique du continent au profit du Nigeria.
À Johannesburg, le chef de l'État guinéen s'est entretenu avec plusieurs investisseurs installés au pays de Nelson Mandela. Professeur Alpha Condé et ses hommes d'affaires ont échangé sur les questions liées au secteur de la santé, de l'énergie, de la communication et des infrastructures. Sanasu Keita pour le résumé de ces rencontres. À Johannesburg, la capitale économique sud-africaine, le président de la République s'est entretenu avec plusieurs investisseurs potentiels désireux d'injecter des moyens financiers dans le développement socio-économique de la Guinée. Professeur Alpha Condé a également échangé avec ceux qui ont déjà des intérêts dans le pays, comme le responsable de MTN Ariba. Tous ces hommes d'affaires qui évoluent dans les domaines de l'énergie, la santé, la communication, l'agroalimentaire et les infrastructures ont rassuré le chef de l'État de leur volonté manifeste de soutenir les nombreux projets de développement amorcés. Ils ont même annoncé au président de la République, professeur Alpha Condé, leur arrivée prochaine à Conakry pour discuter avec les responsables des différents départements ministériels concernés par leurs projets, dans le but de mettre leur savoir-faire au service de la Guinée. Un pays qui entretient depuis des lustres de bons rapports avec la nation arc-en-ciel. La présence même du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à la cérémonie de prestation de serment de son homologue Jacob Zuma est une parfaite illustration de la volonté des deux présidents à encore renforcer l'axe de coopération Conakry-Pretoria. Et puis, arrivé cet après-midi à Conakry, du vice-président exécutif de la Banque mondiale, président de la Société financière internationale et du vice-président de Chinalco, la visite de ces deux partenaires de la Guinée s'inscrit dans le cadre de la signature du cadre d'investissement du projet Simandou qui aura lieu demain lundi à la présidence de la République. Au micro de Boubacar Ba, le président de la SFI et celui de Chinalco s'expliquent. We're happy to be here with our partners to execute the investment framework agreement. Nous sommes très heureux d'être là dans le cadre de la signature de ce cadre d'investissement. Comme vous le savez, le projet Simandou, c'est un projet de classe mondiale. Donc la Société financière internationale est engagée auprès du gouvernement et de tous les autres partenaires pour réaliser ce projet-là. Ce projet est extrêmement important, il est porteur d'espoir et il va aussi créer beaucoup d'emplois. Donc pour notre part, nous sommes engagés à jouer notre rôle pour que ce projet puisse développer le plus rapidement possible. Qui sont là effectivement pour la signature du cadre d'investissement juridique du projet Simandou, qui est un projet commun et qui a beaucoup d'importance pour la Guinée et pour les partenaires impliqués dans ce projet. Ils ont beaucoup d'espoir du côté du Chinalco que le projet va évoluer et vraiment ils portent beaucoup d'espoir. Ils aimeraient à ce que vraiment tout le monde se donne les mains pour faire avancer ce projet. Bref, en image, le ministre de la Communication, en séjour à Paris, a rencontré hier la communauté guinéenne à la Bourse de travail de Paris. Organisée par l'association DLG Demain la Guinée, cette rencontre a été mise à profit par Alucène Makanera Kake pour présenter les acquis du gouvernement du président Alpha Condé, des réalisations qui se traduisent dans tous les domaines de la vie nationale. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Un chiffre à présent, 8 milliards de francs guinéens. C'est le montant débloqué par le gouvernement du président Alpha Condé pour la réalisation de 3 nouveaux amphithéâtres à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. La réalisation de ces infrastructures va augmenter à coup sûr la capacité d'accueil de ce centre universitaire. Francis Collier signe ce reportage. Le nombre d'étudiants ne fait que s'accroître dans les universités guinéennes alors que le problème d'infrastructures appropriées se pose partout. C'est pourquoi avec la nouvelle dynamique engagée pour la qualification de la formation, les universités s'engagent dans la construction des amphithéâtres, comme c'est ici le cas à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. En plus des 3 salles polyvalentes existantes, 2 nouveaux amphithéâtres sont bâtis et un 3e en cours de réalisation. Pour faire face au crucial problème d'accès à l'université posé par l'explosion démographique des bacheliers qui se heurtent au nombre extrêmement limité de nombre de places à ouvrir, on a subitement délocalisé et multiplié le nombre des IES à travers le pays sans donner suffisamment d'attention aux autres conditions indispensables à remplir pour qu'une telle politique soit efficace.
Ce plaidoyer des institutions d'enseignement supérieur et de richesse est entendu par les autorités qui entendent trouver des solutions progressivement. Le gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a perçu et a pris à bras le corps l'inauguration de ces amphis est point de vue symbolique, tellement par rapport au problème, les résultats sont mineurs, il faut le dire. Mais l'inauguration de ces amphis est aussi un symbole de la volonté du gouvernement à prendre à bras le corps ces problèmes, de les affronter et de les résoudre dans une durée raisonnable. La réalisation de ces amphithéâtres de 500 places chacun a coûté à l'État 8 milliards de francs guinéens. Un investissement qui démontre la volonté du président de la République quant à la réalisation des promesses tenues. Actualité oblige, l'Afrique à célébrer aujourd'hui, 25 mai, le 51e anniversaire de la création de l'OUA, actuelle Union africaine. En Guinée, l'événement est marqué par la tenue d'une conférence débat sous le thème « Contribution de la Guinée à la création de l'OUA et aux mouvements africains de libération ». C'est une initiative de l'Association pour la promotion de la santé, de l'environnement et la direction de l'ISEG de Lambagne. Saint-Martin Fasinadonou. Union africaine, c'est le plus grand rassemblement des pays africains. 51 ans après sa création, la Guinée, en tant que pays membre, fête cet anniversaire. À l'Institut supérieur des sciences et de l'éducation, une conférence est organisée à l'intention des étudiants et encadreurs. Les débats sont axés sur la contribution de la Guinée à la création de cette institution africaine et aux mouvements africains de libération. Pour la création de l'OUA, nous avons démontré la démarche, les approches. D'abord, au Ghana, Guinée, Mali, et c'est la Guinée, j'ai démontré par des textes faits que c'est la Guinée qui a été chargée non seulement d'organiser la conférence, d'inviter les gens, et c'est en reconnaissance de tout cela que le président Nasser avait demandé au président Ahmed Sékou Touré de tout faire pour que le secrétariat général de l'OUA soit dirigé par un Guinéen. Ici, les invités d'honneur, ce sont les compagnons de l'indépendance du pays. Ils se disent témoins de l'engagement de feu président Ahmed Sékou Touré pour non seulement la libération de la Guinée, mais aussi celle des autres nations du continent. La Guinée, le président Sékou Touré à sa tête, a participé à la libération de la Guinée-Bissau. J'ai été personnellement envoyé comme gouverneur pour le Bokeh à raison de la situation stratégique de Bokeh. Elle a participé à toutes les luttes de libération. Encadreurs et étudiants de l'ISEG trouvent cette conférence très bénéfique. Président Ahmed Sékou Touré, nous avons compris effectivement aujourd'hui que c'était un panafricain d'excellence. Ça, c'est vraiment un enseignement que je peux tirer. Les débats ont donc permis aux jeunes et aux invités de s'engager désormais à œuvrer pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement de la Guinée et de l'Afrique tout entière. À présent, zoom sur la fête de la mare de Baro dans la préfecture de Kouroussa, à 550 km de Conakry. Un événement culturel consacré principalement à la pêche dans la mare, à la danse d'Undumba et à la formulation des vœux pour la prospérité de la Guinée. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie, compte rendu Hadi Kamara Kabassouma. Fils résidents, ressortissants, membres du gouvernement, sympathisants et autres invités se sont donné rendez-vous mercredi ici à Barou, dans la préfecture de Kouroussa, pour assister à la fête de la mare appelée Dalamo à langue du tiroir. Facteur de réjouissance, de retrouvailles et de promotion des valeurs culturelles de la localité, cette fête est l'expression d'une volonté de faire la gloire du passé de Barou. La mare jouit d'une importance exceptionnelle pour Barou et toute la Haute-Guinée. La tradition enseigne que l'existence de la mare poissonneuse dans une plaine large et fertile, c'est ce qui attira la population à s'établir dans cette région. La divinité que la forêt abrite est représentée par un couple mythique, Bola Fadima et Bola Kaninkan. Et nous, et les partenaires au développement, nous devons maintenir la mare de Barou.
Pourquoi? Parce que c'est un patrimoine national. C'est un patrimoine qui est classé même sur le reste du patrimoine international. Et c'est pour cela que le gouvernement du professeur Alpha Condé a mis une commission en place, une commission dont je suis même le président, cette commission doit faire le développement intégré de la mare de Baro. Baro, dans la préfecture de Kouroussa, entend vitaliser le sens de la valeur de son histoire tout en mettant en place des structures de réflexion capables de créer des projets de développement pour la localité. L'intérêt de ces manifestations, c'est une raison culturelle, une raison historique, une raison sociale et bien entendu aussi une raison économique. Ça permet non seulement une participation de tous les fils du terroir au développement socio-économique de leur localité. Tous ces différents rituels imposés par la tradition ici constituent une forme d'expression de la suprématie culturelle de l'Afrique. C'est pourquoi le Premier ministre Mohamed Seydou Fofana a rappelé le rôle que chacun doit jouer pour préserver et promouvoir nos valeurs culturelles. La fête de la mare de Baro a cessé d'être une fête locale pour épouser les contours de la nation guinéenne, mais aussi, pourquoi pas demain, si on travaille beaucoup, qu'elle soit une fête internationale. Et notre souhait est de pousser, n'est-ce pas, les choses pour que la mare de Baro, comme l'envisage l'association des ressortissants ici, soit inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Que chacun y mette, n'est-ce pas, du sien. Ça suppose beaucoup d'efforts de la part du gouvernement d'aider à faire en sorte qu'il y ait un lien entre les aspects culturels de cette fête et les aspects de développement. Ces aspects de développement qui recoupent à la fois, n'est-ce pas, l'environnement, la dégradation de l'environnement. Les causes sont connues. Il y a que la mare est en train de s'assécher. Si on y prend garde, dans les années à venir, il n'y aura plus d'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y aura pas de poisson. S'il n'y a pas de poisson, il n'y aura pas de fête. Donc c'est un aspect extrêmement important qu'il faut intégrer dans la démarche. Ensuite, il faut en faire un lieu touristique. Le tourisme rapporte de l'argent, avec lui, l'artisanat aussi se développe. Donc il faut bâtir des projets touristiques qui permettent en tout temps, pas seulement au cours d'une seule fête, à tout le monde, à tous ceux qui le veulent, de venir visiter ce lieu et cette mare-là. En définitive, le seul sacrifice qui vaille est le travail sérieux à accomplir pour le bien de la culture de nos contrées. Parlant toujours de la mare de Baro, dont l'histoire remonte à plus de 700 ans, elle est considérée comme un patrimoine culturel et touristique pour le pays. Tenez-vous bien, aujourd'hui, cette mare est menacée de disparition si les dispositions ne sont pas prises à temps. Mohamed De Camara tire la sonnette d'alarme pour sauvegarder ce patrimoine. La fête traditionnelle de la mare à Baro a été célébrée cette année sous le signe Sauvegardons la mare, une sonnette d'alarme tirée par les communautés et les responsables à tous les niveaux. Le constat révèle que la mare de Baro, connue très poissonneuse, a drastiquement baissé de niveau ces dernières années. La coupe abusive du bois et autres facteurs nocifs de l'homme sur l'environnement serait la base de cette menace qui est prise très au sérieux par certains pays amis de la Guinée. Et cette mare, qui est vitale pour la population en termes de ressources halieutiques, elle est en même temps menacée. Elle s'ensable, elle s'envase. Donc il faut agir pour sauver la mare de Baro. Donc c'est aussi pour cela que je suis venu, pour voir avec des amis comment on peut essayer de faire œuvre utile pour l'avenir de la mare de Baro. Il faut commencer avec le reboisement, il faut arrêter les coupes illégales de bois, mais en même temps il faut respecter les besoins des communautés pour lever. Les autorités guinéennes sont conscientes aujourd'hui de la menace. Si cette mare parvenait à disparaître, c'est l'histoire et la vie de toute une communauté qui risque de sombrer. Un mot de l'environnement maintenant, occupation anarchique des domaines publics maritimes. Les cadres du ministère font le constat sur le terrain. Résultat, la plupart des domaines en bordure de mer sont bradés par des responsables du ministère de l'Habitat. Première étape de cette visite de terrain, les DPM de Koléa, Lambani et Kobaya. Le récit avec Alia Kamara.
Ces travaux de remblai se font à l'intérieur même de la résidence 2000, à l'abri donc de tout soupçon. Jeudi dernier, les autorités de l'environnement ont ordonné l'arrêt immédiat des activités, mais les habitudes ont la vie dure. Du coup, cette machine est arraisonnée. Il se passe pire à Lambani. Ce domaine maritime public est bradé à 2 particuliers par le ministère de l'Habitat. Nous avons estimé que nous, les citoyens guinéens, nous pouvons aussi faire comme les étrangers. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce remblai que vous avez vu, d'une valeur de 3 millions de dollars. Et nous avons été autorisés par le ministère de l'Urbanisme, parce que les services techniques nous ont accompagnés dans ce travail-là. Une occupation en violation de l'article 39 du Code de l'environnement qui interdit toute occupation des DPM sans l'aval du ministère de tutelle. Apparemment, les 2 départements ne sont pas sur la même longueur d'onde. Les gens sont en train de construire n'importe comment et n'importe où, avec l'autorisation du ministère de l'Habitat. On n'est pas contre ça, c'est leur rôle régalien, l'attribution des terres pour construire la ville. Mais quand même, on aurait sollicité et souhaité auprès du ministère de l'Habitat, quand ça doit concerner les mangroves, ça doit concerner des zones humides là où nous sommes maintenant, là, qu'il fasse appel aux compétences au conseil du ministère de l'Environnement. Outre les 2 particuliers qui agissent en toute clandestinité ou légalité selon le point de vue où l'on se place, il y a une grande offensive d'un groupe chinois sur ces terres, de Lambani à Kobaya. Qui occasionne tout cela? Qui doit faire quoi pour clarifier ce dossier? Là est le débat. Il y a un dysfonctionnement au niveau de l'administration. Oui. Ça, je cesse de le dire. Oui. Parce que le département de l'habitat et le département de l'environnement doivent travailler de concert. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a une raison de plus. Vous dites qu'il y a un dysfonctionnement. Vous avez vu les papiers, vous avez dans vos mains les papiers du ministère de l'Habitat. Mais vous n'avez pas les autorisations du ministère de l'Habitat. C'est-à-dire que quelque part, vous n'êtes pas en règle. Ceux-là qui ont des entrées au niveau de l'administration, ils ont des moyens pour pouvoir construire sans qu'on leur fasse des reproches. Est-ce que vous voyez? Maintenant, s'il y a 2 poids 2 mesures, ça incombe à l'État. Les Chinois, ils jouent au 3e larron et auraient investi plus de 170 milliards de francs guinéens. Ils projettent même de chasser de ces domaines les occupants guinéens. Affaire à suivre. Conakry, les pressions humaines sur la forêt de Kakimbo dans la commune de Ratoma constituent une véritable menace pour les installations de la Société des eaux de Guinée. Si rien n'est fait pour arrêter la dégradation de cette réserve, l'eau des forages qu'elle abrite risque aussi de tarir aux grandes dames des populations. Un reportage de Nabi Kamara dans le cadre de la semaine de l'eau. L'ouverture des carrières, le dépôt des ordures ménagères, la coupe du bois de chauffe et de services et surtout la construction anarchique des bâtiments à usage d'habitation constituent les réelles menaces pour la forêt de Kakimbo dans la commune de Ratoma, ici à Conakry. Kakimbo, aujourd'hui, la majeure partie de la superficie forestière est partie. Et ça, c'est extrêmement grave. Ça nous fait perdre en quantité parce que le taux d'infiltration a diminué. Et en plus de ça, il y a la qualité qui est affectée. Parce que l'envahissement de ces périmètres crée des foyers de pollution. Et ces foyers de pollution ont une influence directe sur la nappe. Parce que c'est l'eau de surface qui s'infiltre pour former la nappe. La forêt de Kakimbo, lors de son classement en 1983 par décret présidentiel, couvrait 115 hectares. Aujourd'hui, il ne reste que 29,05 hectares. Si la pression humaine ne s'arrête pas, cette réserve intégrale va bientôt disparaître avec ses 87 têtes de sources et d'importants bassins hydrologiques. Or, c'est une forêt qui abrite en même temps les installations de captage des eaux souterraines de la Société des eaux de Guinée. Les ressources que nous exploitons, nous les protégeons par la mise en place des périmètres de protection dans lesquels on fait la restauration du couvert végétal. Et ce couvert végétal nous permet non seulement de maintenir les ressources en bon état, mais aussi d'améliorer la qualité. La transformation et la destruction de ce milieu ont des effets néfastes sur notre existence. Et puis l'opération Conakry Ville Propre se poursuit. Ce week-end, le gouverneur de la ville et son équipe étaient à l'abattoir de Koléa et à la décharge de la minière. Les conditions hygiéniques sur les 2 sites ne répondent pas aux normes et mieux, on note un manque criard de matériel et d'équipement de protection. Moussa Bangora, Ousmane Kamara, reportage.
L'opération Conakry Ville Propre était dans les quartiers de Lansebougny et Koléa Abattoir dans la commune de Matam. Là, le constat est alarmant. Les conditions hygiéniques ne répondent pas aux normes. Une situation que les autorités déplorent. Quand on vient dans ce décor, la plus grande quantité de viande consommée dans la capitale vient de ce coin. Donc je pense que nous devons faire des efforts énormes. Oublier les problèmes institutionnels qui sont liés à la direction communale de ceci ou de cela pour avoir une seule vision, c'est-à-dire améliorer l'état de salubrité de cet endroit. À la décharge de la minière où le gouverneur s'est rendu avec son équipe, les travailleurs et les habitants du site sont confrontés à des difficultés énormes, notamment le manque d'aménagement des lieux et de matériel ainsi que les équipements de protection. Je lance un appel au ministère de l'aménagement de la ville qui a déjà marqué les maisons d'intervenir rapidement pour déboucher le canal et enlever les maisons qui sont construites sur le canal pour permettre aux populations de vivre. Mais aussi l'appui de tout le gouvernement, de la communauté internationale, mais aussi des opérateurs économiques les plus sérieux pour que rapidement le site de Kabele soit identifié et que l'on y construise une nouvelle chaîne de transformation. Dans le même registre, la société Shabazz International apporte son soutien au gouvernorat dans l'assainissement de la capitale. Une société américaine spécialisée dans la destruction des déchets plastiques. Une action citoyenne qui interpelle chacun à balayer devant sa porte. Santé à présent des produits pharmaceutiques destinés aux femmes du marché Koléa dans la commune de Matam. Un geste de l'Association nationale de donneurs bénévoles de sang de Guinée afin de contribuer à la lutte contre la fièvre hémorragique Ebola. L'association a également sensibilisé ces femmes à offrir gratuitement leur sang pour sauver des vies. Abdulaziz Baldé, compte rendu. À l'instar des autres organisations du pays, l'Association nationale de donneurs bénévoles de sang de Guinée poursuit sa campagne de sensibilisation. L'initiative vise à accompagner le gouvernement à rompre totalement avec le virus Ebola en Guinée, mais aussi préparer les esprits de ces femmes à offrir gratuitement le sang pour sauver la vie. Nous sommes là pour les expliquer la conduite à tenir face à cette maladie. Et d'autre part, nous sommes là aussi encore pour les sensibiliser à faire un acte de civisme en donnant une quantité de leur sang. Ce groupe de jeunes a pour mission principale d'assister des personnes en situation difficile, notamment les femmes. Avec l'appui du Centre de la transfusion sanguine, cette structure œuvre depuis sa création aux côtés de la population à la base. Je suis content de vous tous pour l'association de bonheur de sang de Guinée. Je suis prêt pour donner mon sang avec les populations de Guinée. L'association de donneurs bénévoles de sang de Guinée est majoritairement composée de jeunes. Ils entendent sillonner les différentes communes de Conakry et certaines préfectures environnantes dans le seul but de sensibiliser les populations contre les maladies transmissibles. Sécurité routière à quelques kilomètres de Conakry, la capitale, des réalités étonnantes sur nos routes. Pour se déplacer, la sécurité n'est pas toujours garantie et pour s'en convaincre, un de nos reporters a risqué monter à bord d'un des nombreux taxis qui assurent le transport à l'arrière-pays. Ça s'appelle un voyage à haut risque. Dans ce reportage, l'on pourrait se demander sur la mission des agents de sécurité sur les routes. Kamara Boubacar pour cette caméra cachée à bord d'une voiture de campagne. Suivi. État pneu d'une voiture de transport public sur la route Kindia-Madinaoula. C'est l'embarquement. Il se fait ainsi tous les jours à la gare routière de Kindia. Les passagers, bien que conscients du danger encouru, n'ont pas le choix. Il faut embarquer ou renoncer à voyager sur cette ligne de 69 km. Depuis 3 ans, ce taxi, comme bien d'autres, roule avec tous les risques sans être inquiété. Les passagers prudents et râleurs ont aussi renoncé de protester contre de telles conditions de voyage, faute d'appui. Pourtant, à la moindre occasion, ils se pressent de désigner les responsables de telle situation. Je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Il n'y a pas de l'eau. C'est le premier avec les gendarmes. Il n'y a pas de l'eau.
Les agents se surprennent par leur manque de réaction face à des tambours roulants. La moto qui vient de se lancer va plutôt à la rencontre d'un gros gibier, un camion. L'état physique de la petite voiture de transport en commun et la charge qu'elle porte semble tolérée. Au prochain barrage, l'agent limite son contrôle à la récupération de quelques billets pour la levée du barrage. Au bord de la Nissan, 14 personnes pour 5 places conventionnelles. Qu'importe, le passage est accordé, mais la voiture est étouffée. Elle exige un minimum de soins. Les passagers ne sont pas au bout de leur calvaire. Les plus pressés changent de moyen de locomotion afin de poursuivre le voyage. Malheureusement, les risques encourus demeurent. Sur ces routes, seul Dieu préserve des vies. Merci Kamara Boubacar pour ce reportage. Autre sécurité, cette fois-ci ferroviaire, un combat que mène l'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Pour prévenir donc les accidents ferroviaires, l'ONG vient d'engager une campagne annuelle de sensibilisation des populations riveraines de la voie ferrée. Soutenue par Russal CBK, ces journées commencent par le complexe scolaire Denis Galema Guilavogui. Habib Kiam et Jean Douanamou. Zéro accident sur la voie ferrée, c'est ce mot d'ordre de Russal CBK qu'entend matérialiser l'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Le complexe scolaire Galema Guilavogui est le point de départ de cette campagne qui s'étendra du port minier à la sous-préfecture de Kouria. Pour nous tous, il s'agit d'œuvrer pour la sauvegarde des vies humaines, la prévention des accidents du train minier et la création d'un environnement de sécurité durable pour le trafic ferroviaire de Russal CBK. Le constat révèle que les accidents ferroviaires sont les plus dangereux parmi ceux provoqués par les engins roulants. À Conakry comme à l'intérieur du pays, le défi se mesure à l'indifférence des piétons, des étalagistes, des marchands d'animaux domestiques, mais aussi au terrain de sport et dépotoirs d'ordures situés à proximité de la voie ferrée. Force est de reconnaître que la sécurité des enfants est sérieusement menacée le long de la voie ferrée qui constitue non seulement des points de regroupement pour la consommation des stupéfiants, mais aussi l'organisation des matchs de football sur des terrains situés à proximité des rails. Comme chaque année, l'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence s'engage ainsi dans cette bataille de 20 jours. Durant cette période, la structure va animer des causeries éducatives, des visites à domicile et des communications de masse. Éducation, bientôt la fin d'année scolaire dans les écoles du pays et c'est la fête qui commence. À Conakry, le groupe scolaire Kofi Annan a organisé récemment une kermesse à l'intention de ses élèves. Une festivité culturelle réussie de la présence des autorités de l'éducation et de l'université Kofi Annan. Bakari Bamba. À l'image de plusieurs écoles de la capitale, le groupe scolaire Kofi Annan a fini en beauté l'année scolaire 2013-2014 à travers cette kermesse organisée dans l'enceinte même de l'école. Il s'agit d'une retrouvaille qui a regroupé tous les élèves du dit établissement, le corps professoral et les autorités de l'université. Le complexe scolaire Kofi Annan de Guinée est créé en octobre 1996 sous la dénomination du complexe scolaire moderne de Nongo. C'était le premier nom de Kofi Annan. Sous la proposition de monsieur le fondateur et à l'unanimité de tous les encadreurs, en 1997, le nom Kofi a été retenu. Cette kermesse a été également marquée par la présence des Miss Guinée, Boron, RTG et celle de Conakry ainsi que le fondateur. Ce genre de manifestation me paraît très bienvenu, puisqu'il permet d'alterner. Je vois des jeunes filles qui se présentent là pour faire des danses. Il permet d'alterner diverses activités. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs groupes de danse et de rap guinéens, notamment le groupe Banlieusard qui a émerveillé les élèves et invités du groupe scolaire Kofi Annan.
Un petit mot du sport pour boucler ce journal a démarré au mois de janvier 2014 où le championnat national de basketball Ligue 2 a pris fin ce soir au Palais des Sports de Conakry. Au compte de la troisième finale, le Royal de Conakry a battu l'équipe des Panthères sous le score de 68 points à 40. Mesdames et messieurs, fini ce journal, mais avant de vous quitter, je souhaite bonne fête à toutes les mamans du monde en ce 25 mai, fête internationale des mères. Merci à vous qui donnez la vie et également un grand merci à vous téléspectateurs pour votre fidélité à la RTJ Coloma. À très bientôt.